Dans le cadre de l'évocation de la conférence nationale souveraine, nous faisons parler les principaux acteurs de cet événement. Vous écoutez actuellement la radio des droits de l'homme, la radio pour le droit à la vérité. Forum FM, Radio Forum FM 105.8. Alors, ça marche pas? Suivez la déclaration de Titser Chikaya. Excellence, Monseigneur, Président du Présidium, Mesdames et Messieurs les membres du Présidium, Mesdames et Messieurs les conférenciers, chers compatriotes, le Rassemblement pour la démocratie et le progrès social est heureux de prendre la parole du haut de cette tribune pour unir sa voix à celle de toutes les autres forces démocratiques et saluer la tenue de la présente conférence nationale. Mesdames et Messieurs les conférenciers, la tenue de la présente conférence nationale souveraine est le résultat d'un long combat mené par les forces démocratiques de notre pays depuis la colonisation jusqu'à nos jours. Ce combat pour la démocratie n'était pas définitivement gagné avec l'accession de notre pays à l'indépendance, car même sous la Première République, malgré l'existence du multipartisme, nous étions loin d'avoir intégré la démocratie dans notre pratique quotidienne. La preuve de cette assertion nous est donnée par le recours à l'insurrection pour renverser le pouvoir en place en 1963. Oui, Mesdames et Messieurs les conférenciers, il nous faut clamer haut et fort que, quelles que soient ses motivations et ses justifications, l'insurrection est une méthode de prise du pouvoir qui obéit à une logique fondamentalement antidémocratique. À partir de ce mouvement, notre pays a été pris dans une spirale insurrectionnelle qui a rythmé toutes les alternances au pouvoir. Août 1963, juillet 1968, mars 1977 et février 1979. À chacun de ces hauts moments de cette cristallisation de la vie politique dans notre pays, notre peuple a repris espoir, croyant en des lendemains meilleurs. Mais au bout du compte, ce sont toujours des lendemains qui déchantent et des espérances trahies que notre peuple a connus. Tous ces grands rendez-vous de notre histoire ont été manqués fondamentalement, faute d'instauration d'une véritable démocratie. Dans notre pays, des citoyens ont perçu à temps cette réalité fondamentale et se sont battus, tant à l'intérieur qu'en dehors du pouvoir, pour l'instauration d'un nouvel ordre véritablement démocratique. Dans ce combat, certains ont payé de leur vie, d'autres ont goûté aux prisons, d'autres enfin ont été amenés à s'exiler. Maintenant que nous voyons enfin pointer l'aube d'un jour nouveau, maintenant que nous entrevoyons enfin l'aboutissement du combat mené pendant tant d'années avec persévérance et abnégation pour l'instauration d'une démocratie véritable, nous voudrions rendre un hommage mérité à tous ces combattants connus et inconnus grâce à l'action desquels nous sommes enfin réunis ici en conférence nationale souveraine. Hommage en particulier à ces hommes de cœur et de courage qui, refusant de rentrer dans la logique de la conspiration dans laquelle les régimes dictatoriaux ont tendance à acculer leurs opposants, ont osé affronter ouvertement les foudres du pouvoir en portant le débat sur la place publique, notamment à travers la lettre ouverte du 7 juillet 1990, dont les effets sur la libération de l'expression des forces démocratiques à l'intérieur de notre pays a été foudroyant.
Hommage aux forces démocratiques et patriotiques de nos régions et de nos communes, individualités, confessions religieuses, mouvements d'étudiants et jeunes chômeurs qui, à travers leurs lettres ouvertes, leurs prises de position, leurs déclarations et leurs actions, ont créé la dynamique nécessaire à l'amplification des exigences démocratiques. Enfin, un dernier hommage particulier aux forces syndicales et à l'ensemble des travailleurs regroupés au sein de la Confédération syndicale congolaise et à notre fidèle armée populaire nationale, sans la prise de position desquelles la tenue de ces assises aurait été impossible. Pour ne pas trahir le sens du combat mené par l'ensemble de ces héros de la démocratie, nous devons garder la tête froide afin d'éviter que les surenchères démagogiques et les tendances revanchardes de tout acabit ne nous fassent manquer ce tournant capital de notre histoire en nous éloignant de l'unique préoccupation fondamentale qui doit être la nôtre, à savoir jeter les bases solides d'un cheminement assuré et irréversible vers l'instauration de la démocratie intégrale. Mesdames et messieurs les conférenciers, près de 30 ans après l'indépendance, tout notre pays vient de décider de faire une halte pour analyser, dans la sérénité mais sans complaisance, la manière dont le pays a été géré jusqu'alors, afin d'en tirer des leçons qui nous permettront de mieux organiser notre avenir. C'est l'objet de cette conférence nationale souveraine. En effet, vivant dans la psychose de la conspiration, le pouvoir politique se dote d'un arsenal puissant de détection de ses prétendus opposants. C'est ainsi que les polices politiques et parallèles fleurissent. Elles se dotent de tous les moyens pour violer l'intimité des citoyens et généralisent dans la société un climat de suspicion et de peur qui muselle la libre expression et amène les citoyens à se renfermer sur eux-mêmes. C'est cette paralysie générale. C'est cette paralysie générale générée par la peur qui a été cyniquement interprétée comme étant la paix des cœurs et la tranquillité des esprits. Le meurtre politique devient un moyen de se débarrasser des prétendus opposants. À l'intérieur des instances, on organise méthodiquement la liquidation de tous les dirigeants qui sont suspectés de ne pas être à la dévotion du chef. Telle est, mesdames et messieurs les conférenciers, la logique interne du parti unique qui explique le climat de violence et de complot, meurtres politiques, machinations en tout genre, arrestations arbitraires et mascarades de procès qui imprègnent la vie politique congolaise de 1964 à nos jours. Nous disons solennellement du haut de cette tribune, plus jamais cela, plus jamais ces pouvoirs qui planifient la mort, plus jamais ces orphelins et ces veuves plus jamais ces orphelins et ces veuves de la répression politique, plus jamais ces meurtris et ces mutilés de la torture et de la violence aveugle. Plus jamais, plus jamais, plus jamais. Voilà pourquoi nous combattrons énergiquement toute tendance à reproduire un schéma qui est à l'origine de ces grands malheurs dont souffre notre pays. Toute cette analyse sur la pratique politique débouche nécessairement sur l'analyse des causes profondes de la débâcle économique de notre pays. En effet, plutôt que de décrire une situation économique que tout le monde connaît, nous préférons essayer d'en saisir les causes profondes. La débâcle économique de notre pays s'explique essentiellement par 3 facteurs endogènes. Les choix économiques des différents régimes politiques, l'incurie et le vol favorisés par l'exacerbation du tribalisme, l'orientation de l'investissement étranger. Ces 3 facteurs ont, à des degrés divers, conjugué leurs effets
sous les différents régimes. Mais il convient de souligner que le naufrage économique actuel de notre pays s'explique principalement par la politique économique suivie à partir de 1964 visant à faire de l'État le principal agent du développement, l'incurie des services publics, la gabegie, le vol et la corruption qui ont atteint sous le régime issu du mouvement du 5 février 1979 des proportions suicidaires pour l'État. La débâcle économique entraîne par voie de conséquence le naufrage social. Nous n'évoquerons ici ni l'état délabré de nos systèmes éducatifs et sanitaires, ni le chômage des jeunes, ni d'une manière générale les conditions de vie précaires des Congolais. Nous voulons tout simplement faire remarquer que la mise à sac du pays organisée en toute impunité par le règne sans partage du lobby tribal et de sa clientèle a fini par créer dans notre pays quelques îlots d'abondance au milieu d'une mer de misère. Plus grave encore, les valeurs civiques et morales ont été détruites. L'homme se juge désormais non pas à sa compétence, à sa probité et à son dévouement à la cause nationale, mais à l'épaisseur de son porte-monnaie, quelles que soient les conditions de son enrichissement. Dès lors, du sommet au bas de l'échelle des instances politiques et administratives, rares sont ceux qui ne mettent pas toute leur intelligence et toute leur ingéniosité à chercher comment tirer parti de la parcelle de responsabilité qu'ils détiennent pour s'enrichir illicitement et rapidement. Il faut immédiatement sortir le Congolais de ce naufrage moral pour le remettre à flot. En effet, le développement est essentiellement fonction de la qualité de l'homme. Nous devons donc nous attacher à reprendre en main l'homme congolais, le former correctement, lui redonner un haut degré de conscience civique et morale pour le mettre en mesure de s'investir correctement et pleinement dans l'œuvre de redressement et de construction nationale. À cette heure des bilans, il ne faudrait pas perdre de vue que tel responsable administratif, tel responsable d'une entreprise d'État ou mixte, ou tel autre homme d'affaires peut avoir pris une part plus grande à la débâcle nationale que tel autre haut responsable politique. Voilà pourquoi il faut dénoncer énergiquement la tendance à l'amalgame qui cherche à noyer la responsabilité individuelle dans la responsabilité collective. Le jugement de chacun doit se faire sur pièce. Au terme de cette brève analyse, nous nous résumons en réaffirmant que le naufrage économique et social de notre pays trouve fondamentalement sa source dans le système politique de parti unique qui, tournant le dos à la démocratie et à l'état de droit, a affiné au fil des années ses mécanismes de domination au point d'assurer en définitive le triomphe d'un système de gestion contrôlé étroitement par le lobby tribal et sa clientèle. Ce système de gestion a banalisé la corruption et le pillage des deniers publics, institutionnalisé l'injustice sociale, fondé le culte de la médiocrité et sapé les fondements moraux de la société congolaise.
Le naufrage économique et social de notre pays s'explique également par l'option économique retenue qui visait à faire de l'État le principal agent économique. Ces deux causes fondamentales expliquent donc la dérive de notre pays. Quelles sont les perspectives? À la lumière de cette analyse, de l'expérience de la gestion de notre pays depuis l'indépendance, le RDPS estime qu'une attention toute particulière doit être accordée à l'organisation de la transition pour jeter les bases d'un cheminement assuré et irréversible vers l'instauration de la démocratie pluraliste intégrale. Pour l'organisation de la transition, le RDPS propose les mesures suivantes. 1. Mise en place par la conférence d'un organe de suivi et de contrôle de l'exécution des décisions de la conférence. Le RDPS suggère à cet effet l'élection, sur la base de critères rigoureux de probité morale, de compétence et d'expérience, d'une commission permanente dont le mandat prendrait fin avec celui du gouvernement de transition au lendemain des élections législatives. 2. Révision du cadre constitutionnel de la transition, notamment pour revoir la répartition des pouvoirs entre le président de la République et le Premier ministre. 3. Définition des missions spécifiques à assigner au gouvernement de transition, en dehors de sa mission générale, qui est de créer les conditions d'une reprise en main de la gestion du pays et d'une relance de l'économie. 4. Désignation du futur Premier ministre du gouvernement d'union nationale de transition. 5. Inventaire des mesures urgentes à prendre pour débarrasser les principaux organes de l'État de la mainmise du PCT et donner des chances égales à tous les partis dans le cadre de leur préparation aux échéances électorales. Mesures urgentes à prendre pour débarrasser les principaux organes de l'État de la mainmise du PCT et donner des chances égales à tous les partis dans le cadre de leur préparation aux échéances électorales. 6. Prise de dispositions susceptibles de créer les conditions propres à assurer l'assainissement des mœurs politiques et la moralisation de la vie publique à travers notamment les mesures suivantes. Petit a, liquidation des principaux contentieux politiques. Petit b, inventaire des avoirs de tous ceux qui, à des degrés divers, ont été mêlés à la gestion de la chose publique et l'obligation. Obligation pour chacun de justifier ses acquisitions. Il ne s'agit pas là de se livrer à une quelconque chasse aux sorcières, mais de prendre des mesures de nature non seulement à permettre la rentrée des fonds indispensables au développement de l'économie nationale, mais aussi à dissuader les autorités de demain de commettre les mêmes forfaits. Septièmement, inventaire et restitution à l'État du patrimoine mobilier et immobilier arbitrairement affecté au PCT et à ses organisations de masse. Huitièmement, élaboration de la loi électorale et fixation du calendrier des diverses élections. S'agissant de ces futures élections, afin de garantir leur régularité et leur transparence, le RDPS suggère de les placer sous le contrôle d'observateurs internationaux et préconise l'usage d'urnes transparentes. Monseigneur, j'ai vite terminé en disant ceci, que, en ce qui concerne les institutions définitives, le RDPS demande premièrement
la réhabilitation des symboles de la République du Congo issue de l'indépendance. Deuxièmement, c'est terminé, que la Constitution définitive puisse intégrer les valeurs universelles de la démocratie et de liberté avec les valeurs humanistes de notre fonds culturel national. Enfin, puisqu'il faut une conclusion en une demi-minute, je dirai ceci en conclusion, mesdames et messieurs les conférenciers, il faut que la pensée créatrice, ouverte sur autrui, capable de forger une société éclairée et humaine apte à relever tous les défis du troisième millénaire, puisse exorciser les démons de la querelle et de la division. L'avenir de notre pays est à ce prix. Je vous remercie. Vous venez d'écouter Titser Chikaya. Les membres du Présidium, chers conférenciers, na koloba na bino lelo na français te kaka na lingala na mun kutuba pona peuple congolais ayeba ndenge nini bato ba bebisi mbongo ndenge nini bato ba bebisi mboka ndenge nini mbongo ba yibi ndenge nini ba entreprise ekweyi ndenge nini bato basali mabu. Avant na kobanda, il faut remercier le peuple congolais. Dieu m'a aidé biso, après ce biso d'information nyonso, de vérifier, batapona batini biso mikanda, ba éviter biso, mais tu dois kitanga kokene kuna te. Donc bo excusez biso. Na lubomo pe batini biso mikanda, ba yebisi biso makambo nyonso eleki na lubomo. Na makambo batapoti bako bomba kuna bayebisi biso nyonso na nkai mpe bayebisi biso makambo nyonso na madingu na muyonzi na Brazzaville awa mpe bayebisi na wando bayebisi na oyo bayebisi na oyo baye batindi biso meme mikanda na mbosi menga na lobi bisi le kasi la bini bisi le jale dia kasi ye jabi ne tinda bisi le tangi kasi lingicho. Merci. Bien. Mission na biso alipona kobotela biloko kaka te et alipona ko sévir contre ba voleur, contre batu ba bebisi mboka, kopesa bango ba conseil, toloba na bango désormais boyiba te, tolo bati bino na service ou na ministère et alipona kobongisa mboka, alipona koyiba mbongo te. Et puis troisième mission et alipona ko orienter bango. Toyoki bango tomoni profil na bango na biloko basali tolobi makambo bino mosali bobongaki kofanda bongaki bo la bo ministre te ou bo directeur te et mosala na bino yali soit bilanga soit kosala bambisi soit même na kati ya mission biso tozwaki tomoni badifficulté mingi parce que bato bayaki balingi koyebisa biso vérité te koposa biso mais peuple alaki vigilant tomene banquête na baservice ya sécurité mpe baide biso tozwi bango en flagrant délit biso tokosala discours mingi te tokomema kaka bapreuve toali na bapreuve awa oyo ekoklue bango baloba motutu te. Bien. Et puis, avant ngana kota na vif à sujet, il faut bomoni batu ya commission nanga baliawa. Moto moko soki akufi,
et ali bato biso to interpeller au biso to interpeller to yokaki bato bako boma bango. Donc il faut peuple la tia bango miso aye ba bato bako boma biso. Biso to sali pour un peuple. Voilà. Nga nakopesa excuse et puis la décision biso to du vice-président nanga maître Ngombi motako ya kosakolanga wana lopoto. Mais avant ya kosakola fongana expliquer na peuple pourquoi biso to du ba décision wana. Yali ba décision politique, yali ba décision juridique. Donc boti ka biso débat ya kili moto ya yibi mbongo to duye en flagrant délit to et yali mosusu makamba koloba oh il faut tout ça la boîte. Il faut aussi suivre bien ali décision politique. Ensuite, bah, sanction juridique pénale à côté à Bango Boloko et Koya. Dans le cadre de l'évocation de la conférence nationale souveraine, nous faisons parler les principaux acteurs de cet événement. Vous écoutez actuellement la radio des droits de l'homme, la radio pour le droit à la vérité. Forum FM. Radio Forum FM 105.8. Pendant 3 mois, du 25 février au 10 juin 1991, s'était tenue à Brazzaville la conférence nationale souveraine. Le devoir de mémoire est le passage obligé de la conscience nationale. Conscient du fait qu'au-delà du devoir de mémoire, il y a un devoir de connaissance qui se définit, la constitution d'un savoir seul apte à construire une mémoire vraie. La mémoire relève d'une approche sensible, individuelle, presque sentimentale du passé, qui abolit la caractéristique première de l'histoire historienne, à savoir la mise à distance, et que le devoir de mémoire est aussi un devoir de vérité qui s'impose à tous. Fidèle à la ligne éditoriale du Forum et tenant compte du droit à la vérité. Le droit à la vérité est devenu un concept juridique au niveau national, régional et international et concerne l'obligation qui incombe à l'État de fournir des informations aux victimes ou à leurs familles ou même à la société dans son ensemble sur les circonstances dans lesquelles des violations graves des droits de l'homme ont été commises. Il est donc essentiel de mémoriser les monstruosités auxquelles en est venus les dirigeants congolais au lieu de les refouler dans une amnésie complice. Pour nous, la valeur curative de la mémoire est immense. C'est pourquoi, dans le cadre de l'évocation de la conférence nationale souveraine, nous faisons parler les principaux acteurs de cet événement. Vous écoutez actuellement la radio des droits de l'homme, la radio pour le droit à la vérité. En 1991, les Congolais ont exigé et obtenu du pouvoir de Sassou Nguesso l'organisation d'une conférence nationale souveraine. Celle-ci, lorsqu'elle a eu lieu, a soulevé des passions de tous ordres. La conférence nationale avait pour objectif essentiel l'élaboration des règles du jeu politique. Elle a permis une catharsis nationale. Un regard critique a été porté sur 3 décennies de vie politique, de 1960 à 1990. Des résolutions ont été prises afin d'instaurer des structures et des institutions démocratiques. À la suite de cette messe nationale et après une transition hasardeuse, des élections ont tout de même eu lieu. L'espoir d'une vie sociale et politique meilleure est né. Malheureusement, cet espoir a été très vite déçu par la résurgence de pratiques condamnées à la conférence nationale. Le véritable pari de la conférence nationale souveraine était sans doute de s'attacher à unir et à réconcilier toutes les forces nationales qui ont été marginalisées et divisées du fait de la gestion égoïste et irresponsable du monopartisme. Tel est le mot de maître Maurice Massengo-Thiassé, président du réseau Forum Radio-Télévision des droits de l'homme, lu par Ingrid Flora. Ceci est le mot du président du réseau Forum Radio-Télévision des droits de l'homme, maître Maurice Massengo-Thiassé, lu par Ingrid Flora.
son père, écoutez ça.